Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'A-News Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Alors, je suis ravi de vous retrouver donc pour la deuxième partie de cette émission Face aux assos, où je reçois les protagonistes d'une étude parue en début d'année sur la filière des services à l'environnement de travail. Toujours avec donc Joël Larousse, responsable du département expérience utilisateur de la DET SNCF et vice-président de l'ARCEG en charge du projet associatif. Merci d'être avec moi. Christophe Leroy, secrétaire général du CIPEMI, le syndicat professionnel des opérateurs de Facility Management Immobilier. Merci également d'être présent. Et Xavier Baron, coordinateur du CRDIA, le consortium de recherche de l'Isle-Adam. Et tu es également sociologue et intervenant chercheur. Merci beaucoup de votre présence. Donc dans la première partie de cette émission, nous avons tiré un bilan, nous avons analysé les forces, les faiblesses, on a parlé des enjeux de la filière de services aux environnements de travail. Alors j'aimerais dans cette partie qu'on parle d'aujourd'hui, des actions à mener et de demain, de l'avenir ou des avenirs possibles pour la filière. Donc après cette étude et dans le contexte particulier qu'on connaît, de crise, on peut le dire, qui dépasse la filière. On a l'inflation, l'énergie, le travail hybride. On peut parler de santé psychique, d'alimentation, de crise alimentaire, parfois même. Sur quel sujet prioritaire est-ce qu'il faut travailler aujourd'hui, selon vous? Je vais démarrer avec toi, Joël, parce qu'on a fini cette première partie finalement, où tu commençais à tracer un peu les actions à mener. Tu faisais le constat que la filière était encore éclatée, segmentée, que c'était une faiblesse, mais que paradoxalement, ça pouvait aussi être une force. Pourquoi? En fait, il faut comprendre que l'impact d'un environnement de travail, il n'est pas... Évidemment, si on le regarde par celui qui le produit, il peut être produit par 10 personnes. En revanche, si on le regarde par celui qui le reçoit, le client, le bénéficiaire, il n'y a qu'une seule personne. Cette personne, c'est le salarié, ou bien c'est le bénéficiaire des espaces de travail. En tout état de cause, c'est une seule personne. Et cette personne, elle n'a qu'une seule expérience. Et donc, on ne peut pas imaginer que l'entreprise distribue dans son contrat social, dans son offre sociale, une image aux salariés qui soit relayée par 10 membres juxtaposés les uns à côté des autres. Ça n'est pas sérieux, tout simplement. Alors, en effet, il a été, historiquement, les environnements de travail ont été intégrés dans les entreprises, et donc en fait on avait cette unicité de fonctionnement, cette unicité d'offre. D'un côté, l'entreprise produisait ses environnements de travail elle-même, et puis ils étaient reçus au sein même de la culture de l'entreprise par les salariés. Il a été nécessaire, et ça a été extrêmement utile, et on en a vu le bénéfice, notamment lors de la dernière crise Covid, que chacun de ces métiers se spécialise, monte en capacité, s'outille en formation. Pour ceux qui, et les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ont vécu les années l'environnement de travail intégré, la qualité et la progression de la compétence par les différentes branches est absolument exceptionnelle. La maîtrise des risques de travail, la maîtrise des produits, la maîtrise de l'ingénierie propre de chaque métier a été un travail absolument décisif. Oui, mais aujourd'hui, la demande n'est plus là. Voilà, il faut passer à quelque chose de continu. Oui. Et c'est la condition pour que l'environnement de travail traduise l'offre sociale de l'entreprise et soit capable de mobiliser le salarié dans un engagement qui est un engagement réciproque. Vous engagez-vous au travail et voilà comment nous engageons à créer autour de vous le milieu qui va vous aider à travailler. Et ça ne pourra se faire que si les différents métiers apprennent à travailler ensemble. Ce n'est pas le cas aujourd'hui? Non, aujourd'hui, ils travaillent de façon juxtaposée. Aujourd'hui, juxtaposée ou articulée. C'est-à-dire qu'en fait, on installe des prothèses entre différents outils de façon à faire qu'ils fonctionnent plus ou moins bien ensemble. En d'autres termes, pour que mon bras et ma jambe marchent ensemble, on rajoute un cerveau. Si mon bras et ma jambe devaient systématiquement passer par mon cerveau, j'arriverais pas à manger, j'arriverais pas à me déplacer, etc., etc. Là, ce qui est important, c'est que la continuité de ces différents métiers prenne effet sur le terrain et qu'elle prenne effet dans la relation aux utilisateurs. Et ce travail de fond, il suppose une ouverture et des métiers de la filière, mais aussi du côté des donneurs d'ordre, de travailler en ce sens.
en d'autres termes, de faire confiance aux métiers qui leur sont adressés pour qu'ils travaillent ensemble, de façon à ce que, sur le terrain, on puisse trouver à tout endroit un service incarné, continu, efficace, et non pas d'être en train de payer en permanence des interfaces en passant de la propreté à l'accueil, de l'accueil à la sûreté, de sûreté Est-ce que je me trompe si je dis, quand je t'écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer par exemple, d'un modèle où j'ai plein de contrats juxtaposés à un seul grand contrat global, full FM, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce que c'est ça ou Non, la réponse n'est pas de cet ordre-là, parce que ça existe déjà. Ça a montré sa qualité, et ça a montré également ses limites. Alors, le travail, il n'est pas là. Le travail, il est dans comment est-ce que mon opérateur de propreté comprend ce que fait mon opérateur de sûreté. Comment est-ce que mon opérateur de sûreté comprend ce que fait l'hôtesse d'accueil. Comment est-ce que un salarié qui a besoin à un moment donné d'un accès au service, il est capable de rencontrer quelqu'un qui lui donne accès à ce service et qui ne le renvoie pas au guichet d'à côté ou qui ne le renvoie pas à un tiers élément pour trouver une réponse. Aujourd'hui, on a un problème de process qui est que on a des guichets uniques, mais on en a 12. C'est cette logique-là qu'il faut faire cesser, et ça s'obtient par le fait que les différents métiers travaillent entre eux, et travaillent entre eux en se connaissant eux-mêmes, et de façon centrée sur l'utilisateur, et non pas centrée chacun sur son métier. Compris. Ça doit te parler, Christophe, ça. Tu nous parlais dans la première partie, justement, d'un besoin d'interopérabilité. Comment on peut le mettre en œuvre sur le terrain? J'entends souvent dire qu'il y a des contraintes réglementaires, des fameuses conventions collectives, etc. Oui, comment on dépasse ça? Alors, on peut le dépasser, mais dans un premier temps, lorsqu'on parle effectivement des sujets prioritaires, en ce qui concerne le CIPEMI et les adhérents que nous représentons, nous, c'est toujours en fait renforcer l'intérêt et l'attractivité des services. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment donc valoriser les compétences, les expériences, les activités, mais en parallèle, redonner de la valeur ajoutée à ces métiers. Et c'est de cette idée-là, mais également des réflexions de nos différents clients, qu'est née l'idée de la polycompétence. Avant ça, il y a quand même un chapitre qui est quand même très important pour nous. Je dirais que c'est la formation, voire même l'information. Puisque ça, on est quand même en amont, mais c'est quand même très important. Quand je parle de formation, je pourrais dire aussi information, parce que déjà, il faut faire connaître ces métiers. Tout à l'heure, on parlait de pénurie. Il y a beaucoup de métiers, on a identifié plus de 150, qui sont méconnus des jeunes générations. Donc ça, c'est déjà un premier travail. Le travail de formation, que ce soit dans une formation continue ou initiale, nous souhaitons également redonner l'ADN du FMR qui est au service de son client dans ce parcours d'enseignement, parce que ça nous paraît fondamental. Donc ça, je dirais que c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, et pour répondre plus directement à la question, ce sont les enjeux de la polycompétence. Alors, les freins ou pas, ou la manière dont ça pourrait se mettre en œuvre. Déjà, il faut caler le sujet, c'est-à-dire sur plusieurs préalables. Déjà, il faut savoir que juridiquement, c'est possible. Oui, on entend beaucoup sur le fait que juridiquement, c'est pas possible. Alors, c'est d'un premier abord, beaucoup de gens, même de certains métiers, ça va être compliqué, on a chacun notre convention collective, c'est pas possible de rendre une polyvalence sur un métier particulier. Beaucoup, c'est possible juridiquement, on a fait, bien évidemment, on a mené des études à ce stade. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais notamment par les accords d'entreprise, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. D'accord. Voilà, premièrement. Okay, donc on peut dépasser. Voilà, on peut le dépasser. Après, il faut savoir que ça existe. On n'a rien inventé. On a simplement, effectivement, trouvé qu'il était temps, peut-être, de passer à cette étape-là. C'est-à-dire qu'au niveau européen, et on l'a fait dans une matinée au MEDEF, donc en juin dernier, on a présenté les résultats partiels, parce qu'on continue bien évidemment sur l'interopérabilité en Europe, à savoir ce qui se passait dans l'Union européenne et chez nos voisins les plus proches. Et on s'aperçoit, pour donner juste 2-3 exemples, que bien évidemment en Angleterre c'est possible, au Danemark c'est possible, et il y a même une convention collective multiservici en Italie qui propose ce type de possibilités. Donc
c'est pas quelque chose je dirais, d'inné, voilà, c'est quelque chose de réfléchi et qui fonctionne. Bon. Et puis en plus, dernière chose, et c'est un point très important, ça ne concerne pas tous les métiers. On ne va pas demander à une personne de faire le grand écart. Je vous donne un exemple absurde, mais qui va pouvoir parler à tout le monde. On ne va pas demander, par exemple, à un multitechnicien, un frigoriste, effectivement, de s'occuper de l'accueil sur son temps de pause. Oui. C'est pas ça l'idée, d'accord ? Oui. Donc ça veut dire que nous travaillons aujourd'hui sur des matrices pouvant rendre compatibles certaines activités pour rendre possible cette polycompétence. D'accord. Voilà. Mais polycompétence entre des métiers, des activités compatibles, enfin proches. Proches. C'est pas faire un grand écart. C'est évidemment, un agent de sécurité ne va pas servir au restaurant d'entreprise, etc. Et puis, ce n'est pas le but. Ouais. Puisque le but, c'est d'être réactif et d'avoir la possibilité de trouver, comme le disait Joël tout à l'heure, en fait, une expérience en fait, qui soit continue, sans couture. Pour certains l'appellent comme cela, pour avoir la possibilité d'avancer sur la polycompétence. Maintenant, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il y a 4 leviers fondamentaux qui prouvent que c'est une thématique qui a de l'avenir. La première, c'est qu'il y a un levier de croissance, déjà pour tous les métiers qui sont en tension, et on en a parlé tout à l'heure. Oui. À partir du moment où vous allez élargir le spectre de l'activité de la personne, ça va rendre ce métier beaucoup plus attractif. Ça, c'est la première chose. Le deuxième levier, ça serait un levier de performance économique. Et oui, parce qu'à partir du moment où vous rationalisez les gens sur site, vous allez gagner en production, en productivité, et donc ça va intéresser aussi bien la personne qui est impliquée que le client. Vous avez après forcément un levier d'attractivité RH. À partir du moment où vous êtes mieux formé, où votre expérience compte et que la rémunération suit, généralement, ça intéresse bien évidemment tous nos collaborateurs. Et dernier levier, c'est un levier d'accroissement de la qualité de service. À partir du moment où on demande un service complémentaire, le fait de le rendre plus efficace va le rendre forcément, majoritairement, plus attractif pour les clients. Xavier, comment on fait donc pour arriver à ce fameux continuum de service, à cette polycompétence et à ce que nous a expliqué Joël de cette coordination beaucoup plus innée, beaucoup plus simple, fluide entre tous ces métiers qui jusqu'à présent ont l'habitude de travailler séparément et où même en interne, dans l'entreprise, les donneurs d'ordre imaginent de les faire travailler aujourd'hui en lots séparés, quoi. Alors, je vais répondre, mais de manière un tout petit peu détournée, parce que je ne suis ni consultant, ni prestataire, ni client, même si j'anime un consortium, un collectif. Un observateur averti de donneurs d'ordre. Oui, mais et alors pour le coup, j'ai envie de rappeler, d'une part, que dans les sujets à traiter, il y en a un qui est en arrière-plan et qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il est lourd. C'est que l'ensemble de ces activités de service aux environnements de travail continue malheureusement d'être pensées très largement par les donneurs d'ordre, parfois encore aussi par les prestataires, comme l'équivalent de production industrielle, comme l'équivalent de prestations one-shot, comme l'équivalent de prestations qu'on peut définir techniquement et que l'on pourrait considérer réalisées à condition qu'elles soient réalisées conformément à des prescriptions écrites dans je ne sais quel contrat. Une première chose à retenir, c'est que sur le long et en arrière-plan, le long terme et en arrière-plan, c'est le constat qu'on avait fait dans le livre blanc du CIPEMI en janvier 2015. Ces activités sont encore gouvernées par une pensée industrielle. C'est-à-dire quoi? Trop processées dans la manière de délivrer le service, en fait? Pensées comme des prestations techniques et pas comme des relations. Pensées comme des prestations définies techniquement et pas comme un levier d'usage, et pas comme une utilité pour un bénéficiaire, et pas une coproduction entre le bénéficiaire et le prestataire. Alors, ça, c'est en arrière-plan. J'insiste parce que, d'abord, c'est la vocation du CRDIA, et sur le fond, ça explique aujourd'hui cette difficulté à sortir des définitions en silo technique, ça explique la difficulté de sortir de contrats construits individuellement et sur des quantifications qui n'ont rien à voir avec de la relation, mais simplement de la mise en œuvre technique. Alors, ça veut dire que dans les sujets à traiter, à mon sens, aujourd'hui, on va ce changement de logiciel intellectuel, ce changement de représentation. Voilà, dans le monde de la recherche, on le travaille sur la durée. Je vais te dire, on va pas l'attaquer
en général, il faut l'attaquer par des réalités opérationnelles. Et à ce moment-là, il y a véritablement deux leviers qui nous semblent importants aujourd'hui de mobiliser. C'est le levier des contrats et le levier de l'instrumentation de gestion. Les contrats, de la même manière qu'on peut dépasser, je dirais, les contraintes associées aux conventions collectives, on doit dépasser des contraintes auto-générées par une pensée sur les contrats, qui voudrait par exemple que les contrats doivent être nécessairement à durée limitée, à durée déterminée à l'avance. Voire même très courte. Voire courte, sous prétexte d'interdire aux prestataires de s'endormir, comme s'il en avait l'intention, sur le prétexte de faire jouer une concurrence pure et parfaite, alors qu'elle n'a jamais été pure ni parfaite, au détriment évidemment d'une qualité de relation, au détriment d'une capacité d'investissement, au détriment évidemment d'un appel à l'expertise des prestataires, si bien que les donneurs d'ordre se privent de la pertinence, de l'intelligence et de l'expertise des prestataires, alors même que c'est la raison pour laquelle ils ont externalisé. Ça veut dire des contrats qu'on peut, et l'on sait, on a fait ce travail pendant 2 ans, hein, entre 2018 et 2020, on a écrit des contrats, un contrat en prototype, un contrat dit d'intérêt commun, il est plutôt à durée indéterminée. Et c'est évidemment juridiquement totalement accessible. On en connaît quelques exemples, d'ailleurs, tout à fait juridiquement pertinents. On en connaît quelques exemples, mais on voit bien que ça se heurte toujours à des préventions qui sont souvent un petit peu idéologiques du côté aussi bien des donneurs d'ordre que de certains prestataires. Dire, hein, c'est un changement d'état d'esprit aussi du côté des donneurs d'ordre. Hein, voilà. Une autre illustration de cette question-là, c'est par exemple le vieux débat, est-ce que ce sont des contrats de moyens ou des contrats de résultats? Nous avons tranché. Oui. Ce sont évidemment des contrats de moyens, mais avec des obligations de résultat. Mais la vraie difficulté, c'est de s'entendre sur le résultat. Et c'est là que, aujourd'hui, les acteurs de cette relation ne sont pas correctement équipés pour construire un accord sur ce qu'il convient de faire ensemble et de construire un accord sur la manière dont le résultat va être évalué. Troisième dimension, toujours contrat et relationnel, c'est la question de la variabilité. On a vu passer une crise pandémique, on voit maintenant tous ces discours sur la révolution fondamentale du travail hybride. J'attends un petit peu de voir, mais... Donc les fameux contrats à l'usage. On parle de contrats variables, on parle de contrats à l'usage. Là, il y a quelque chose qui peut paraître dangereux du côté des prestataires, une manière de se livrer pieds et poings liés à un arbitraire du donneur d'ordre, mais il y a une attente normale également, aussi bien des bénéficiaires que des clients, de prendre en compte les aléas, de prendre en compte les évolutions, de prendre en compte les ruptures, ce qui ne veut pas dire forcément au détriment du prestataire. Mais il faut inventer l'usage, il faut inventer la variabilité, et il faut, pour ça, arriver à penser la durée. Alors ce que j'entends aussi souvent... je me tourne du coup vers toi, Joël, c'est que dans ces contrats, on détaille trop les moyens. Alors, ok, c'est des contrats de moyens, mais pas assez d'usage, pas assez d'objectifs communs, et puis peut-être trop de moyens. Il faut changer cette manière de créer ces contrats et ces appels d'offres, et puis peut-être aussi embarquer nos amis acheteurs, non ? Bien entendu, il faut embarquer nos amis acheteurs, puisqu'ils sont totalement partie intégrante de la relation avec les prestataires, et ils participent à l'écriture de la façon dont ce qui sera produit le sera, et des conditions d'ensemble dans lesquelles ce le sera. Ceci dit, je voudrais juste faire une remarque. Quand on veut décrire l'impact de ce que c'est qu'un environnement de travail ou d'autres, on sait le faire pour un parc de loisirs. On sait décrire centimètre par centimètre, seconde par seconde, ce qui devra être produit par de la propreté, de la sûreté, mais aussi un jongleur, un clown, un feu d'artifice, etc. On sait l'écrire pour quelqu'un qui vient dans un parc de loisirs. On sait l'écrire là, alors là, à la seconde près. Pour le parcours dans une boutique. En d'autres termes, on sait parfaitement le faire pour tout ce qui n'est pas sérieux. En revanche, pour le travail des 20 ou millions d'actifs qui sont dans les immeubles, il n'y a pas aujourd'hui de parcours utilisateur structuré qui disent voilà la façon dont vous entrez dans voilà que vous êtes visiteur, voilà comment ça se passe quand vous arrivez, voilà où vous êtes repris, comment est-ce que vous êtes servi, comment est-ce que vous êtes traité. Il n'y a rien qui dit, qui équipe et qui permette de dire voilà, vous avez une photocopie à faire, est-ce que c'est exprimé en parcours utilisateur? Non. Tout le monde considère que tout ça va de soi, mais pas du tout.
Et donc on retombe dans une segmentation des différents métiers où tout irait de soi, mais rien n'est exprimé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'expérience du salarié dans l'entreprise, elle s'écrit, elle se décrit, elle s'assemble. Et donc on a aujourd'hui, pour des métiers beaucoup moins sérieux que le travail de 20 millions d'actifs, les moyens de l'expliquer. Dès lors que ça c'est outillé, dès lors que cette ingénierie sert le FM, eh bien on trouve les moyens de décrire le résultat. Et on trouve le moyen de décrire les moyens. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à quelque chose qui est effectivement outillé. Et on va retrouver toute une ingénierie de service qui est parfaitement disponible aujourd'hui, mais inappliquée sur les métiers dont on parle. Donc, on parle de réindustrialisation, c'est bien, mais il faudrait aussi parler de reservicialisation, là où on est très loin d'utiliser l'ensemble des ressources qui sont disponibles aujourd'hui en ingénierie pour que les services créent de la valeur. Et donc, on en arrive au résultat. C'est-à-dire, en fait, il faut la mobilisation de ces savoir-faire est indispensable. Mais ça va passer par du design, ça va passer aussi par de la prise de conscience, de façon à ce que les entreprises du côté donneur d'ordre soient en situation de prescrire ce qu'elles attendent, mais aussi du côté prestataire pour qu'il y ait une lecture, si ce n'est de connivence, en tout cas d'intelligence, de compréhension de ce qui est demandé, de telle façon qu'on puisse effectivement se centrer sur la valeur ajoutée de cette filière et non pas simplement sur en fait acheter de la relation comme on achète un baril de lessive. Non, on n'achète pas de la relation comme un baril de lessive, c'est pas possible. L'ensemble des métiers de service le sait parfaitement. Il y a juste encore un peu à progresser dans les métiers spécifiques des filières des services aux environnements de travail pour investir ces compétences et les rendre disponibles. Donc les moyens existent, mais il y a un vrai travail d'acculturation et juste d'être sérieux dans la façon de travailler ces métiers. Compris. Peut-être juste par oui, rapport j'allais me retourner vers toi, Christophe. Comment on décrit mieux ces usages, le parcours utilisateur? Non, mais je pense que côté utilisateur et côté prestataire, je pense qu'il y a une chose qui est quand même à noter, c'est notamment notre adhésion commune à l'AICN, l'Alliance immobilière pour la continuité numérique, et qui permet effectivement, et qui s'est donné comme principal et comme sujet principal en fait de rationaliser la data. On y est, c'est-à-dire qu'à partir du moment où faire évoluer, je dirais, la relation entre les donneurs d'ordre et les prestataires, le fait ça va être très utile. Ah ben non, mais c'est-à-dire qu'en gros, la donnée, elle est là, elle est présente, bon, mais simplement à partir du moment où elle est inutile, elle coûte cher. Elle empoisonne la relation et ne permet pas d'être efficace. Et le fait d'avoir mis notamment l'ARCEG et le CIPEMI autour au cœur de cette alliance pour avoir la possibilité de déterminer ensemble la data nécessaire et utile pour pouvoir progresser, pour pouvoir être peut-être plus réactif et comprendre mieux les usages. Comprendre mieux, puisque en plus ils sont évolutifs, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont plus figés comme c'était le cas il y a 20 ans. Ça va nous permettre effectivement d'aller dans ce sens-là et de mieux nous comprendre et surtout d'être beaucoup plus efficaces. Très bien. C'est un parfait exemple justement d'ingénierie mis à la disposition de la continuité des services. C'est un outil, c'était totalement bloquant. Aujourd'hui, il y a 15 métiers, 15 informatiques différentes et des données sur des formats qui ne circulent pas. Ça fait partie des éléments concrets qui permettent d'avancer sur cette ingénierie dont je parlais à l'instant et qui a de beaux jours devant elle. On se projette un tout petit peu. Quel avenir ou quels avenirs pour cette filière des services aux environnements de travail? Xavier, voilà, comment tu vois évoluer cette filière? Je suis pas sûr de son évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ouvert. C'est ouvert en ce sens que il y a toujours aujourd'hui un possible avenir assez triste, assez noir pour ces métiers. Pénurie de main-d'œuvre, tension sur les conditions de travail. Tension sur une des voies d'alimentation de ces métiers, l'immigration. Tension du côté des clients, l'inflation, la crise, le prix de l'énergie. Faites-moi des économies. C'est vrai. C'est à nouveau présent. Ça l'a été du fait de la crise de 2008. On a senti dans les années 2015, 2010, 20, je dirais, quelque chose comme une envie d'en sortir, une certaine respiration. Boum,
le Covid. La Covid, on s'est tous arrêtés et on a dit, ah, là, il y a eu une opportunité de revalorisation. Là où il y a eu un moment de mise en visibilité. Et on se dit peut-être que... Et le temps quand même d'une certaine euphorie de la reprise de la courbe de croissance comme avant la crise est aujourd'hui à nouveau en question du fait d'un contexte international, de l'énergie, des tensions géopolitiques. Ça veut dire qu'entre-temps, le travail que j'évoquais sur la compréhension, l'évolution des représentations de ce que c'est qu'une filière servicielle, dont Christophe a rappelé l'importance, c'est pas encore là. C'est pas encore là. Donc le risque de régression est possible. Je dirais comme dans d'autres domaines de la société, que des choses qui pouvaient commencer à être un petit peu acquises, ou en tout cas dans la bonne direction, peuvent être ramenées en arrière. Retour vers des contrats de moyens, retour vers des fréquentiels, retour vers des contrats courts, retour vers des économies, retour vers de la mise en concurrence systématique, avec tout ce que ça emporte d'ailleurs de coûts de commercialisation pour le donneur d'ordre, de coûts de commercialisation pour le prestataire, et pendant ce temps-là, le boulot ne se fait pas. Et là-dessus, les conditions de travail sont toujours pas bonnes. Et là-dessus, on a toujours des gens qui travaillent tôt le matin, qui travaillent tard le soir. On a toujours des salaires qui sont, je dirais, contraints. Donc manque et qui sont contraints moins de nouveau pour les métiers. Voilà. Et contraints moins par une volonté patronale de faire suer le burnou que par une cécité des clients disant mais moi ça me coûte cher quoi. Donc faites-moi des économies. Est-ce que ça suffirait, toi qui es sociologue, est-ce que les tendances de fond du travail hybride, de la qualité de vie au travail, de l'attractivité, de la fidélisation, est-ce que ces tendances-là de fond qui traversent la société vont pas contrebalancer, vont pas aider à contrebalancer ces possibles risques-là? Alors, je crois qu'il y a deux facteurs d'optimisme. Oui. Le premier, c'est notre étude sur cette filière. C'est-à-dire que, en écrivant cette étude, nous-mêmes, nous prenons conscience et nous-mêmes, nous nous donnons les moyens de faire constater l'importance de cette filière et l'importance de la faire exister comme telle. Et ça, en soi, à partir du moment où on peut se compter, on est plus fort. À partir du moment où on peut s'organiser, on a des chances d'être plus capables, plus forts, des prestataires plus capables de se différencier, de recruter, d'être attractifs et de proposer leur expertise vers une valeur ajoutée encore supérieure à ce que même certains donneurs d'ordre arrivent à imaginer. Mieux que ce que les donneurs d'ordre eux-mêmes arrivent à imaginer. C'est l'intérêt de s'adresser à des vrais professionnels. Le second motif d'optimisme, c'est la contrainte. C'est effectivement la contrainte qu'a révélée la Covid sur les enjeux de sanitarisation, sur la question de la mobilité, sur la question des espaces, sur la question d'investissement, bien sûr, du domicile, des cowork et des autres tiers-lieux, qui introduisent une diversité, mais qui introduisent aussi une complexité. Cette complexité, qui va la gérer? Cette complexité dans les moments, dans les lieux, dans les outils, dans l'interconnexion, qui va la gérer? Qui va la construire? Chaque donneur d'ordre dans son coin, avec ses propres outils, sa propre culture? J'y crois pas. Évidemment. Donc, au niveau de la filière. Et chaque prestataire pris individuellement, non plus. Donc, au niveau. Il y a besoin de s'organiser au niveau de la filière. Et je pense, d'un mot pour dire, on évoque ici, alors, les évolutions qui concernent moins le travail que les lieux et les temps dans lesquels le travail est exercé. Mais il faut aussi évoquer la montée en puissance des enjeux sociétaux auxquels cette filière est directement associée. Qui, plus que les environnements du travail, traite de la qualité de vie au travail? Personne. Qui traite de la santé au travail? Qui traite de la sécurité au travail? Mais qui traite de la, comment dirais-je, de la capacité de faire société au travail? Les services aux environnements de travail. Et la sobriété énergétique. Alors, qui traite de la sobriété énergétique? Merci de me le rappeler. Évidemment, un sujet qui est celui-là qui est le plus rapidement identifié, d'autant plus que lui, on arrive un petit peu à le chiffrer. Mais la sobriété, la santé, la sécurité sont des enjeux qui sont aujourd'hui clairement des enjeux sociétaux. C'est-à-dire que c'est pas simplement une filière de commodité. C'est pas simplement une filière qui rassemblerait des petites gens qui font des petits métiers. C'est une filière qui a en charge aujourd'hui des enjeux bien plus importants pour l'avenir de nos sociétés que l'automobile ou peut-être même que le transport aérien.
Voilà, c'est dit. Merci Xavier. D'accord avec ça, Christophe. En un mot rapidement, voilà, en un mot rapidement, sur l'avenir ou les avenirs possibles. C'est maîtriser. On ne maîtrise pas ni les, je dirais dans un avenir très proche, ni les données politiques, économiques ou encore moins sociales. Mais pour nous, les pistes, elles sont assez simples. En tout cas, elles sont assez évidentes. C'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner uniquement sur le prix ou l'optimisation du prix, parce qu'on rappelle quand même, parce que ça on l'a pas dit, mais généralement le prix c'est 90% de main d'œuvre, donc de salaire. Oui. Donc à partir du moment où on décide de réduire la valeur, on bloque également la valorisation à la fois de la prestation et du collaborateur. Apporter de la valeur ajoutée, on l'a dit, ça c'est primordial parce que c'est pas simplement une demande flat de revalorisation et de reconnaissance, c'est véritablement un service complémentaire qu'il faut avoir la possibilité d'offrir, quel que soit le métier, donc ça c'est très important. Avoir la possibilité de s'adapter aux justes besoins, aux justes services, donc c'est-à-dire avoir une capacité encore plus flexible, plus agile, plus variable, plus agile. Accompagner la sobriété servicielle qui nous guette, parce que ça, malheureusement, c'est évidemment ce qui va se passer avec la désaffection, avec le télétravail, la généralisation de ce mode de travail, c'est évident. Après, je ne rappellerai que pas assez l'importance du pilotage externalisé chez nous, puisque on en fait la promotion, notamment pour des questions énergétiques, on l'a rappelé tout à l'heure. Pour un syndicat qui fait partie de la FEDEN, c'est aussi important de le noter. Et puis, un mot que j'aimerais adresser, puisque là, on est dans les perspectives, on va dire, positives de cette étude, de ce que ça peut ouvrir en termes de sujets de réflexion. En fait, c'est d'avoir la possibilité pour les FMR de les éclairer sur la possibilité de recourir aux prestataires FM pour leur marché. L'allotissement n'est pas une obligation, n'est pas une fatalité, c'est possible juridiquement. L'expertise du privé pourrait complètement avoir sa place maintenant dans cette rationalité que l'État impose, notamment à ces... Voilà. Et puis, surtout dans les services en territorialité, puisque aujourd'hui, on le sait, la crise Covid a donné lieu à un exode. Après, on peut lui donner l'importance qu'on veut, mais vers la province. Mais en fait, du coup, ce ne sont plus uniquement des gens qui sont citoyens, ce sont également des salariés. Il faut apporter le service dans ces territorialités. Et donc, je pense que le CIPEMI est tout à fait à même d'éclairer sur les possibilités d'externalisation et de prestation là-dessus. Merci Christophe. Joël, le mot de la fin sur l'avenir ou les avenirs possibles de cette filière. Ce que nous voyons à l'ARCEG, c'est qu'aujourd'hui est déjà à l'œuvre les possibilités d'un clivage entre deux grandes tendances. Une tendance qui va sur une recherche d'économie à tout crin et très court terme, avec un appauvrissement de l'offre, un appauvrissement de la demande, et au final, un risque de précarisation à peu près pour la filière, mais aussi ceux qui bénéficient des services de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que c'est moins de sécurité, moins de santé, moins de... etc. De l'autre côté, on voit des entreprises qui investissent fortement aujourd'hui. Et il y a des projets emblématiques en ce moment qui sortent autour d'une vision. Alors, ça peut être de l'hospitality management, ça peut être. Il y a d'autres voies, le care ou l'hospitality. Comment on y va? C'est pas le sujet ici, mais en tout état de cause, qui investissent le champ social de l'entreprise via leur environnement de travail et qui considèrent que c'est l'endroit où il y a une rencontre possible dans des formats nouveaux entre les salariés, l'entreprise, etc. Un nouveau contrat, voilà. Et là, ce risque-là, il nous paraît très clair, et il faut, du côté de l'ARCEG, notre choix est fait. Parce qu'en fait, nous sommes bien conscients que la sûreté, la sécurité, la santé, la sobriété, mais aussi la socialité de ces aspects-là, elle touche les entreprises à l'intérieur, mais elle est également reliée à l'environnement social public. C'est-à-dire que en mangeant correctement à son restaurant d'entreprise, on structure son alimentation, y compris chez soi. On n'a qu'un seul corps. En ayant des espaces en entreprise qui sont sûrs, eh bien, on construit de la sécurité et on dérisque pour l'ensemble de la société. En étant sobre dans nos usages énergétiques et en ayant des investissements pour faire durer cette sobriété, on construit une résilience énergétique bien au-delà simplement de chaque entreprise. Et l'association, l'ARCEG a cette
cette vocation qui est de regarder l'impact de la profession, mais au plus large, et dans sa contribution à la société. Et là, nous sommes, certains que la voie de la résilience, la voie de l'efficacité, la voie de la continuité économique et sociale, et donc de l'utilité et de la valeur de notre métier, il se produit dans la continuité, la mise en relation. Et donc, notre travail, ce sera d'équiper et les directeurs d'environnement de travail, mais aussi les directions générales et les autres parties prenantes dans les entreprises pour qu'on puisse aborder ces sujets-là le plus utilement et le plus sereinement possible. Merci beaucoup, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci beaucoup à vous trois pour avoir partagé vos visions et vos expertises. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Face aux Assos. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.